Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le cours sur l'énergie thermique, donc le cours qu'on avait commencé avant, ensemble en classe, quand tout allait bien dans le meilleur des mondes. Alors, les dernières choses dont on a parlé en cours, hormis la vidéo de la semaine dernière qui était un petit peu un bilan, on va dire, c'est on parlait de changement d'état. On avait vu les différents changements d'état, on avait vu leur nom, et on avait vu la différence entre les changements d'état endothermiques et exothermiques. Et je reviendrai sur ces termes-là, vous inquiétez pas si vous vous souvenez plus de ce qu'ils veulent dire. Pour terminer ce tour d'horizon des changements d'état, on va parler de la chaleur latente. Et pour parler de la chaleur latente, on va commencer par prendre une expérience hyper simple, mais vraiment hyper simple. On va imaginer ce qui se passe si je prends une petite coupelle et que dedans je mets un glaçon. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon glaçon, au début il est gentil, il est sous forme de glace, et puis au bout d'un moment, après être sorti de mon congèle, il va finir par se mettre à fondre. Donc il va devenir plus petit, et il va y avoir de l'eau dans ma coupelle. Et puis si j'attends suffisamment longtemps, miracle au miracle de la science, mon glaçon il sera tout fondu et il n'y aura plus que de l'eau. Ça, normalement, ça doit pas vous surprendre. Ça fait pas trop. Ça fait partie des trucs. Voilà quoi. Normalement, c'est bon. Mais nous, comme on est quand même un petit peu physicien dans l'âme, on aimerait bien voir plus précisément ce qui se passe et mesurer ce qui se passe quand mon glaçon y fond. Alors, pour mesurer ce qui se passe, on va faire un diagramme. On va faire un graphique. Et ce graphique, on va le faire ici et là, avec deux axes. Pour l'instant, on va graduer. Hop, hop. Et ici, là, je vais mettre. Alors, je vais réduire un tout petit peu la taille de ma police. Je vais mettre là le temps. Le temps qui s'écoule, tout simplement. Là, je mets le temps. Et ensuite, en ordonnée, ce que je vais regarder, c'est la température. Et je le mets en rouge, vous allez plus tard comprendre pourquoi. La température en degrés Celsius, tant qu'à faire. Hop, tac, tac, tac. Mon axe des abscisses, je ne vais pas le graduer, on s'en fiche un petit peu de combien de temps ça prend. Par contre, mon axe des ordonnées, je vais le graduer. Et je vais le graduer autour de la valeur qui m'intéresse le plus quand je parle de changement d'état, quand je parle de la fonte d'un glaçon. Et cette température qui m'intéresse le plus, c'est bien évidemment 0 degré. La température à laquelle mon glaçon fond. On va partir ici, on va dire qu'on part de moins 20 degrés. Vous avez un congèle qui est assez froid. Hein, et qu'on s'arrête à 20 degrés. Ça va être la température ambiante. 20 degrés Celsius, 20 degrés Celsius. Mon glaçon, au départ, là, à l'étape 1 ici, il est à moins 20 degrés. Et quand je le sors, du coup, du congèle, il se réchauffe progressivement, petit à petit, il se réchauffe, tac, 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 la température, elle augmente, la température, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et paf, on arrive à 0 degré. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 0 degré, ici, là, à partir de cette limite-là? Il se passe que mon glaçon, il commence à fondre. Début de la... Alors on va essayer d'utiliser les termes appropriés en physique. Début de la fusion. Le passage de l'état solide à l'état liquide. Hein, on a vu que ça s'appelle la fusion. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a commencé à fondre, mon glaçon? Sa température, elle... Eh ben non, cette température, elle n'augmente pas. À partir du moment où mon glaçon, il commence à fondre, et tant qu'il n'est pas entièrement fondu, sa température ne bouge pas. La température de surface du glaçon, c'est-à-dire la température à l'endroit où vraiment il y a le changement d'état qui est en train de se faire, où la glace est en train de fondre, c'est 0 degré. Toujours. Si vous arrivez à mesurer précisément la température de fusion, donc la température à la surface du glaçon, à l'endroit où c'est en train de fondre, ce sera toujours 0 degré. Ça, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de glace. Et une fois que vous n'avez plus du tout de glace, donc une fois qu'on est là,
Donc ça, c'est l'étape 2, c'est l'étape où c'est l'étape de fusion, l'étape où c'est en train de fondre. On est là. Ça, c'était l'étape 1, l'étape où il n'y a que de la glace. Et ben, on rentre dans l'étape 3 où il n'y a plus que de l'eau. Et dans cette étape où il n'y a plus que de l'eau, là, la température, elle se remet à augmenter, 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 jusqu'à ce qu'on atteigne la température ambiante de 20 degrés. 20 degrés là, hein, si ça s'arrête là, s'il faisait 30 degrés, ça s'arrêterait à 30 degrés. Là, on s'arrête à 20 degrés parce que c'est la température ambiante. Mais ça nous pose quand même une petite question. Ok, d'accord, admettons, la température, elle bouge pas pendant que ça fond. Mais quand même, il se passe quelque chose. Ça fond. Donc s'il se passe quelque chose, il doit y avoir possibilité de mesurer quelque chose qui va bouger. Eh ben oui, effectivement. Si vous vous êtes dit ça, vous avez raison. Et ce qui est la deuxième chose qu'on va mesurer et qu'on va voir va bouger, et je vais mettre un autre axe pour ça. Hop, je mets cet axe-là. Certains l'ont peut-être deviné. L'autre chose qui va bouger, c'est pas la température, mais ça va être l'énergie thermique, qui s'indique en joules, parce que c'est une énergie, donc. L'énergie thermique, hop, je la mets là, comme ça. L'énergie thermique de mon glaçon, donc la chaleur, hein, pas la température, la chaleur en joules contenue dans mon glaçon, et ben elle, il va se passer des choses au niveau de sa mesure. Donc, je gradue pas forcément cet axe, c'est pas forcément les valeurs d'énergie nous intéressent peu en fait, parce qu'une énergie, c'est relatif à un point de départ, c'est relatif à plein de choses. Les valeurs, on s'en fiche. L'important, c'est l'évolution de cette chaleur. Donc, cette énergie thermique, on va dire qu'elle part de là au départ. Mon glaçon, il est froid, il a donc peu de chaleur en lui. Quelque chose qui est froid a peu de chaleur, quelque chose qui est chaud a plus de chaleur. Eh bien, dès que je le sors de mon congélateur, tac, 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 sa chaleur, elle commence à augmenter. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et là, paf, il commence à fondre. Et bien, à partir du moment où il commence à fondre, sa chaleur continue d'augmenter. C'est-à-dire que là, tant qu'on est dans l'étape 1, la chaleur augmente, et cette augmentation de chaleur, elle sert à faire augmenter la température. Une fois qu'on est là, ici, là, la chaleur, elle continue d'augmenter, mais cette chaleur, au lieu de servir à augmenter la température, elle sert à la fusion, elle sert à faire fondre le glaçon. Toute cette chaleur qui est absorbée ici, elle sert à faire fondre le glaçon plutôt qu'à faire changer sa température. Et une fois que toute la glace est fondue, donc il ne reste plus que de l'eau, et ben ça continue d'absorber de la chaleur continue d'augmenter, mais cette fois de nouveau cette chaleur là, elle sert à faire augmenter la température, jusqu'à ce que notre objet il atteigne la température ambiante. Et à partir du moment où il a atteint la température ambiante, la chaleur, elle se stabilise, elle ne change plus. Donc ce qu'il faut retenir là dans cette situation, c'est que la température, elle reste stable pendant le changement d'état. Par contre, la chaleur, elle augmente. Et on peut même être encore plus précis que ça. C'est-à-dire que de la même manière que quand on a vu ce qu'on avait appelé la capacité thermique, on avait dit qu'on était capable de calculer combien d'énergie il fallait pour augmenter la température de mon glaçon de 1 degré, par exemple, grâce à la capacité thermique de la glace. Et bien de la même manière qu'avec la capacité thermique, on pouvait calculer un changement de température, et ben on a une autre grandeur qui va nous permettre de calculer combien est-ce que j'ai besoin, combien est-ce qu'il faut de chaleur, combien est-ce qu'il faut d'énergie thermique pour faire fondre mes 15 grammes de glace, par exemple. Et ça, cette grandeur, c'est la chaleur latente. Donc la chaleur latente, je vais noter la définition en dessous. La chaleur latente est la quantité de chaleur, nécessaire. Je le dis lentement, je l'écris en même temps, comme ça vous avez bien le temps d'imprimer. La chaleur latente est la quantité de chaleur nécessaire pour changer d'état. Donc changer d'état, ça peut être plein de choses, hein. On avait vu tout le triangle en classe ensemble, avec tous les changements d'état, les 6 changements d'état différents, pour faire changer d'état 1 kg de matière.
Donc là, dans le cas de la fusion, on est dans un cas où la glace, elle a besoin de prendre de la chaleur à l'extérieur pour fondre. Elle a besoin de se réchauffer au début et ensuite de prendre de la chaleur. Et donc comme elle prend de la chaleur à l'extérieur, on parle d'une réaction endothermique. Donc toutes ces réactions qui nécessitent de l'énergie pour se faire, il y a besoin d'énergie pour faire fondre un glaçon, donc le glaçon va le prendre cette énergie à l'extérieur, c'est une réaction endothermique. A l'inverse, une réaction qui rejette de la chaleur sur l'extérieur, ça va être une réaction exothermique. Par exemple, pour faire de la glace alors qu'on a de l'eau, il faut que l'eau elle perde sa chaleur. Il faut qu'elle renvoie sa chaleur à l'extérieur pour se refroidir d'abord et ensuite pour se solidifier. Donc ça, c'est une réaction exothermique qui renvoie de la chaleur à l'extérieur, qui rejette de la chaleur. Au contraire, la fusion qu'on a vue là, c'est une réaction endothermique, c'est-à-dire que notre objet, il absorbe de la chaleur. Alors c'est bien beau ce concept de chaleur latente, mais ça ne nous dit pas tout. La chaleur latente, elle va dépendre de deux choses. D'abord, vous vous doutez bien que pour faire fondre 1 gramme de glace, il n'y a pas besoin de la même quantité d'énergie que pour faire fondre 1 gramme de fer, par exemple. Et donc, cette chaleur latente, elle va dépendre en premier lieu de la matière, le matériau. En fonction de quoi est fichu l'objet, sa chaleur latente va être différente. Mais de la même manière, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire fondre 1 gramme de glace, c'est pas forcément la même quantité que celle qui est nécessaire pour faire s'évaporer 1 gramme d'eau. Donc en fonction du changement d'état, même si on reste sur la même matière, dans tous les cas c'est de l'eau H2O, hein, la glace, l'eau, la vapeur, tout ça c'est H2O, et en fonction du changement d'état qu'on veut faire, la chaleur latente ne va pas être la même. Il n'y a pas besoin de la même quantité d'énergie, je me répète, mais bon. S'il n'y a pas besoin de la même quantité d'énergie pour faire fondre 1 gramme de glace que pour faire s'évaporer 1 gramme d'eau. Donc ça dépend de la matière et du changement d'état. Du changement d'état considéré. Donc voilà l'essentiel à savoir sur la chaleur latente. Savoir que quand on a un changement d'état, la température elle bouge plus. Savoir que par contre quand on a ce changement d'état, la chaleur elle continue de changer. Et que la manière dont cette chaleur évolue, ça va dépendre du matériau auquel on s'intéresse et du changement d'état qui est en train de se passer. Maintenant tout ça, on va essayer de le graver un petit peu dans le marbre. Donc vous allez pouvoir reprendre votre polycopier, celui que je vous ai distribué avant tout ça, quand on pouvait encore se voir au lycée. Voilà, le bon temps, ça, quand j'étais jeune. Bref, je vous laisse le temps de ces pérégrinations pour récupérer votre polycopier ou mettre le cours en pause. Et donc on va reprendre le polycopier à la toute dernière page de ce polycopier, où justement on va noter un petit résumé de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc première chose, la chaleur latente de changement d'état, de fusion, de vaporisation, etc. Donc les 6 changements d'état qu'on a vus, d'un corps, noté L étoile en joules, et vous allez voir que l'étoile, en fait, on va la remplacer par une lettre en fonction du changement d'état qu'on voit, en joules par kilogramme, est donc la quantité d'énergie thermique, donc la quantité de chaleur, échangée entre le corps et l'extérieur. Donc le corps, c'est l'objet, hein. Dans notre cas, là, le corps, dans le cas de l'exemple qu'on a vu, c'était le glaçon, et l'extérieur, c'était l'air ambiant. L'échange, dans l'expérience que j'ai décrite, l'échange se fait bien entre le glaçon et l'air. Et donc la quantité de chaleur échangée entre le corps et l'extérieur lors du changement d'état pour 1 kg de matière. Donc la quantité de chaleur Q transférée lors du changement d'état est tout simplement cette chaleur latente multipliée par la masse de l'objet, la masse du corps. Donc là, en rouge, ça va être la masse du corps. Alors je le rappelle, un corps en physique, c'est pas forcément un corps vivant. Hein. Un corps, c'est un objet au sens le plus large qui soit. Un corps, c'est un truc, c'est un objet, tout simplement. Donc c'est la masse du corps en kilogrammes. Donc ça, c'est une quantité de chaleur. Donc ça, ce sont des joules. Hein. Et donc la quantité de chaleur est égale à la chaleur latente
du changement d'état fois la masse du corps. Et donc cette chaleur latente, en fonction du changement d'état, on va la noter différemment. Pour la fusion, on va la noter LF. Donc la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Pour la vaporisation, on va le noter LV. Vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et pour la sublimation, on va la noter LS. La sublimation, pour rappel, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par l'état liquide. Et donc, une dernière chose importante à noter, c'est que pour les réactions qui sont endothermiques, c'est-à-dire les réactions dans lesquelles on a besoin d'énergie pour le faire, on a besoin d'énergie pour faire de la fusion, pour faire fondre un glaçon, la chaleur latente est positive. Et pour une réaction qui est exothermique, c'est-à-dire une réaction qui rejette de la chaleur, pour un changement d'état exothermique, au contraire, la chaleur latente va être négative, et même plus précisément que ça, la chaleur latente va être l'opposé de la chaleur du changement d'état dans l'autre sens. C'est-à-dire la fusion, c'est le passage du solide au liquide, et si la chaleur latente de fusion, on va dire complètement au hasard, c'est 100 joules par kilogramme, et bien la chaleur latente de la solidification, c'est-à-dire pour le contraire, le passage de l'état liquide à l'état solide, on va avoir moins 100 joules par kilogramme. Les chaleurs latentes sont opposées pour les transformations qui sont symétriques. C'est-à-dire symétrique, c'est transformation dans un sens, transformation dans l'autre sens. Donc ça, on va le noter en dessous. La quantité de chaleur impliquée dans une transformation physique est l'opposé au sens mathématique, donc la même valeur mais avec le signe opposé, est l'opposé de celle impliquée dans la transformation inverse, donc fusion, solidification, par exemple. Mais le sens du transfert est différent, c'est-à-dire que dans le cas de la fusion, c'est l'objet qui va rejeter de la chaleur vers l'extérieur, c'est le contraire. Pardon. Dans le cas de la fusion, je reprends, c'est l'objet qui a besoin de prendre de la chaleur à l'extérieur pour fondre, donc c'est endothermique, qui prend de la chaleur à l'extérieur, alors que dans le cas de la solidification, c'est l'objet, c'est l'eau qui va rejeter de la chaleur à l'extérieur jusqu'à se solidifier. Et donc c'est une réaction exothermique, l'eau rejette de la chaleur. Ou si vous le préférez voir dans un autre sens, c'est l'air ambiant qui va prendre la chaleur de l'eau pour la faire se solidifier. Et donc, dernier point que j'ai dit tout à l'heure, les chaleurs latentes, les valeurs des chaleurs latentes dépendent de la transformation physique qu'on considère et de la nature du corps, c'est-à-dire de sa matière, de son matériau en fait. Et voilà, tout ça, ça conclut globalement tout le chapitre sur l'énergie thermique. On a vu toute la théorie. Je vous mettrai en complément de ça sur Pronote un petit questionnaire pour voir si vous avez bien compris. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à re-regarder certains moments de la vidéo s'il y a certaines explications qui vous paraissaient pas claires. N'hésitez pas non plus surtout à mettre des commentaires sous la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il y a des termes que j'ai utilisés qui n'étaient pas clairs, ou si même en revoyant certains morceaux, il y a toujours certains morceaux de la vidéo, il y a toujours des points qui vous paraissent bizarres. Et donc à partir de la semaine prochaine, on essaiera de faire des choses un petit peu plus concrètes, de vous mettre un petit peu plus en pratique et de vous faire un petit peu utiliser tous ces beaux concepts qu'on a vus en classe. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous.